Bon, je vais pas vous mentir, il y a une ambiance un peu bizarre dans l'immeuble depuis quelques jours. Il y a des bruits chelous, il y a des gens qui sonnent à la porte et il y a personne. Je fais de plus en plus d'insomnie et j'ai tout le temps mal au crâne, putain. Putain, ma tête. Je sais pas si je vais y arriver en vrai. Mais on dirait que j'ai pas le choix. On peut donc dire adieu à notre lumière et à toute possibilité de revenir en arrière. Après ça, fallait s'y attendre avant de plonger dans les eaux glacées de cet iceberg. Il est grand temps d'explorer les profondeurs de notre prochain chapitre. Accrochez-vous. Les eaux sombres. Ça y est, nous y sommes. Bienvenue au 4e et avant-dernier étage de cet iceberg. Il est donc préférable de laisser votre innocence et votre enfant intérieur de côté le temps de quelques heures. Fini les dessins animés nostalgiques et les films tout public. Là, on rentre dans le dur, le volontairement choquant, le gore et le politiquement incorrect. Alors, je vais ajouter des trigger warnings et flouter un maximum quand c'est nécessaire. Mais je ne peux masquer l'entièreté de ce que je vais vous présenter, ça n'aurait aucun intérêt et ça manquerait de respect envers l'œuvre, aussi violente soit-elle. Donc vraiment j'insiste, si vous êtes de nature sensible, n'hésitez vraiment pas à passer un sujet. Les timecodes sont comme d'habitude dans la description. Bien, maintenant que les pendules sont remises à l'heure, on va pouvoir se plonger dans notre premier sujet, dont l'absence dans mon dernier chapitre vous a presque fait paniquer. Vous vous doutez bien qu'il ne pouvait pas être traité du même niveau que ses compères. Vous l'aurez deviné, on va traiter d'un autre film du studio Ghibli. Le tombeau des Lucioles. 昭和20年9月21日夜僕は死んだ Sorti en 88 au Japon et 8 ans plus tard en France, ce long métrage est adapté de La Tombe des Lucioles, une nouvelle semi-autobiographique écrite en 67 par le chanteur et romancier Akiyuki Nozaka. Alors que la Seconde Guerre mondiale touche presque à sa fin, le pays est ravagé par les bombardements. Seita, un adolescent de 14 ans, et sa petite sœur Setsuko de 4 ans tentent de survivre seuls après la mort de leur mère et l'absence de leur père engagé dans la marine japonaise. D'abord recueillis par leur tante, ils finissent par fuir les humiliations pour s'installer dans un abri abandonné près d'un lac. Là, ils essaient de recréer un semblant de vie, trouvant un peu de réconfort dans la lumière éphémère des Lucioles. Un film aux images très dures et marquant à vie. Comme vous l'avez vu dans le premier extrait, le film prévient d'entrée de jeu de l'ambiance générale dans laquelle le public risque de se trouver en le visionnant. Ici, il ne s'agit pas d'univers fantastique à base de lieux enchantés et de créatures mystiques comme le studio Ghibli nous a habitués dans les années 90-2000. Non, là, c'est le choc de la réalité de la guerre, amplifié par l'injustice subie par la population civile japonaise, en particulier des enfants innocents. C'est assez violent en vrai, surtout en sachant qu'il est sorti la même année que Mon voisin Totoro. Je vous laisse deviner quel film est aujourd'hui l'icône du studio. Mais toute cette horreur aussi brutale qu'inattendue se transmet par la mère des deux enfants. Brûlée au 3e degré, recouverte de bandages maculés de sang, rongée par les asticots et balancée au feu avec les autres cadavres pour éviter de propager des maladies. Mais nos deux enfants gardent malgré tout leur naïveté propre à leur âge, rendant le film presque trop pathétique pour un public n'ayant aucune connaissance de ce qu'il s'est vraiment passé là-bas en 45. Car durant l'entièreté du film, surtout à partir de leur fugue, Seita et Setsuko vont connaître la solitude, l'abandon, la faim et la mort, tout en gardant cette innocence, plongeant le spectateur dans un malaise mélancolique et amer. Bon, vous connaissez sûrement la fin. La petite Tetsuko meurt d'anémie dans une mort lente et délirante. Et son grand frère, perdant tout espoir dans un avenir meilleur, se laisse mourir dans l'indifférence totale au beau milieu d'une gare. Ça n'est pas pour rien que l'icône du film soit cette boîte de bonbons aux fruits. Quoi de plus symbolique finalement? Tout ce que voulaient ces enfants, c'était grandir, s'épanouir, être heureux et manger des bonbons. Et si vous pensez que votre innocence est d'ores et déjà brisée, attendez d'entendre ce que j'ai appris récemment.
Vous voyez l'affiche du film? On y voit Seita et Setsuko jouer au milieu d'un champ de lucioles la nuit. C'est beau, c'est poétique, c'est émouvant. Mais on a découvert 30 ans plus tard que l'affiche gardait en réalité un secret des plus horribles. En éclaircissant celle-ci, on distingue un avion B-29 dans le ciel, bombardier utilisé par l'armée américaine durant la Seconde Guerre mondiale. Les lucioles seraient donc en réalité ces milliers de bombes incendiaires lâchées sur le Japon, brûlant et tuant des milliers d'innocents. Ce film avait véritablement pour volonté de nous choquer. Et vraiment, c'est une réussite. Aujourd'hui culte, il a traumatisé des milliers d'enfants, mais il a également permis de nous sensibiliser sur les horreurs de la guerre. Berserk. Avant tout, Berserk est un manga paru pour la première fois en 89 par l'auteur japonais Kantaro Miura. Œuvre absolument majeure dans l'univers de la dark fantasy, réputé pour son monde médiéval brutal, sa complexité psychologique, ses scènes d'action gore et assez crues mine de rien, et enfin son dessin d'une virtuosité exceptionnelle. Juste à voir à quel point la plume est d'une précision inégalée. Chaque page a dû demander des jours entiers de travail tellement elle fourmille de détails. Mais nous allons parler de son adaptation en animé. Et elles sont nombreuses. On peut dans un premier temps aborder la série de 97 en 25 épisodes par le studio d'animation OLM. On y suit les aventures centrées sur Guts, un mercenaire solitaire, et Griffith, le chef d'un groupe appelé la Troupe du Faucon. Je vous mets dans le contexte. Guts, aussi fort soit-il dans le manga, débute sa vie sous le cadavre pendu de sa mère. Il est ensuite élevé par un père violent et abusif afin de devenir mercenaire. Ouais, vous voyez le tableau. L'animé est très beau, sombre, sanglant, mais s'arrête brutalement à la fin de l'éclipse, un moment extrêmement marquant de l'histoire de Berserk, laissant les spectateurs sans suite et complètement traumatisés. Vient alors une trilogie de longs métrages sur le même arc de Berserk entre 2012 et 2013 avec une sorte de mélange 3D 2D un peu perturbant. C'est pas trop ma came, mais on s'habitue vite en vrai. Personnellement, j'ai découvert l'animation de Berserk à travers ces films et je peux vous dire qu'ils m'ont pas mal marqué. Les combats sont violents, les effusions de sang sont généreuses, la scène de la prison est atroce, sans parler de l'éclipse encore une fois, comme une impression de déjà-vu. Et enfin, entre 2016 et 2017, de nouvelles adaptations à base d'OAV et de 2 saisons de 12 épisodes, avec cette fois-ci une esthétique vraiment laide et rigide, ne rendant absolument pas honneur à sa version de 97, et encore moins au manga d'origine, qui reste la meilleure manière de consommer Berserk à mon humble avis. Mais globalement, Berserk reste l'une des œuvres les plus violentes et sanglantes du monde des mangas et des animés, ayant marqué toute une génération aujourd'hui adepte de dark fantasy. La folle escapade. De son nom original Watership Down, ce film d'animation britannique sorti en 78 est adapté du roman de Richard Adams, Les Garennes de Watership Down, paru 6 ans plus tôt. C'est un film que j'aimerais beaucoup traiter dans mon format des films d'animation les plus terrifiants, mais pour l'instant, parlons-en dans cet iceberg. On y suit un groupe de lapins dans la campagne anglaise. Un jour, un lapin nommé Hazel pressent un grand danger qui menace leur garenne. Il décide alors de fuir avec un petit groupe de congénères à la recherche d'un nouveau foyer. Mais leur périple à travers des terres hostiles est semé d'embûches naturelles et de rencontres mortelles, notamment avec un autre groupe au système social totalitaire. I'll settle with you myself, Bigwig. Come on and try, you crack-brained slave driver. La folle escapade fait partie de ces films trompeurs ayant traumatisé des milliers d'enfants dont les parents ont clairement manqué de vigilance. C'est un film intense et choquant où la lutte pour la survie est centrale à l'histoire. Ça n'est pas qu'une simple aventure animalière, c'est une métaphore puissante sur la condition humaine, les régimes politiques, l'écologie et la quête de liberté. Un film qui m'a pas mal retourné quand je l'ai vu pour la première fois.
L'animation traditionnelle, à la fois réaliste et poétique, contraste avec la violence brutale de certains passages. Au-delà de son discours sociopolitique dans la même veine que La ferme des animaux abordé dans le chapitre précédent, il faut ici avoir le cœur bien accroché face à la mort tragique de ces petits êtres poilus. Bref, on se dit dans un premier temps « Ah tiens, des lapins qui parlent, c'est mignon !» La chaîne de David Fierce. Et c'est parti pour une nouvelle chaîne YouTube, avec cette fois-ci un créateur bien connu pour son contenu dérangeant, en particulier une œuvre qui vous sautera aux yeux quand je vais l'aborder. David démarre son activité en 2006, soit les prémices de YouTube. Faut se rendre compte du monument qu'est ce mec. Il propose dans un premier temps quelques animations expérimentales en stop motion, jouant sur la crasse et le body horror grâce à son utilisation de la pâte à modeler, des mises en scène live, mais également des animations flash, dont une en particulier mettant en scène notre célèbre Salad Fingers. I like rusty spoons. The feeling of rust is almost orgasmic. Salad Fingers est un personnage profondément seul et dérangé, vivant dans un monde qui semble à première vue abandonné et lugubre, comme à la suite d'une catastrophe nucléaire. Il aime les objets rouillés car la sensation en les touchant le met dans un état de transe. Il s'adresse directement à nous, présentant ses amis imaginaires, ses plaisirs secrets et ses attraits physiques particuliers. Oh, I like it when the red water comes out. Salad Fingers est directement entré au rang de même culte durant les premières années de YouTube. On le reconnaît par son physique horrible et sa voix malsaine. Une véritable icône d'internet. Mais David ne s'arrête pas là. Il continue sa série Sock, en lance de nouvelles comme Burnt Face Man, Jerry Jackson ou encore Nod Stanley, sans parler de ses autres créations originales, toutes plus perturbantes les unes que les autres. I like the park because it has red trees and a big balloon man lives there. He is called Morgan and he gives me kisses. David est toujours actif aujourd'hui, continuant à donner vie à son personnage Salad Fingers pour le plus grand plaisir des anciennes générations comme des nouvelles. Time set to make... Oh. Suicide Mouse. Vous vous souvenez des vieux dessins animés de Mickey en noir et blanc? Tous ont été numérisés pour sortir en VHS, puis en DVD. Tous, sauf un. Cet épisode étrange, surnommé SuicideMouse.av, montre Mickey marchant d'un air triste et apeuré devant des immeubles, en boucle d'animation, sans musique habituelle, juste des bruits aléatoires de piano, puis un écran noir. Léonard Martin, un archiviste de cette époque, découvre que la vidéo dure en réalité plus de 9 minutes. Après une longue coupure noire, l'image revient. Mickey marche de façon grotesque, son visage se déforme et la musique laisse place à des hurlements. L'ambiance devient insoutenable. À la fin, l'employé chargé du visionnage est traumatisé et murmure plusieurs fois « La vraie souffrance est inconnue. La vraie souffrance est inconnue. » et il se suicide. La dernière image serait un texte en russe. Le spectacle de l'enfer ramène ses voyeurs là-bas. Depuis, la vidéo est introuvable et Disney évite le sujet. Il semblerait même que les employés de Disney qui auraient essayé de se la procurer aient perdu leurs emplois. Bref, toute cette histoire que je viens de vous raconter et que vous pourrez retrouver dans la description de suicidemouse.av n'est en fait qu'une creepypasta bien connue d'internet. Un peu comme le suicide de Carlos que j'ai abordé précédemment. Donc non, il ne s'agit pas d'un épisode perdu des studios de Walt Disney, juste d'une rumeur d'internet pour faire peur aux enfants en leur faisant croire qu'ils vont mettre fin à leur jour s'ils regardent ce court-métrage. Sausage Party. Ouais, ce putain de film. Je me suis dit qu'il était préférable d'en parler le plus vite possible dans cette partie, comme ça je m'en débarrasse et on peut vite passer aux choses sérieuses.
Sausage Party, donc, est un film d'animation canado-américain sorti en 2016. C'est donc assez récent, mais en vue du nombre assez important de demandes, je me devais d'en parler dans cet iceberg, car ce film n'a pas été radin en bizarrerie malsaine. Le film est une comédie d'animation pour adultes, mêlant humour trash, satire religieuse et références sexuelles omniprésentes. Mais avant de passer à ce thème-là, commençons déjà par le trash avec la fameuse scène de la cuisine. Frank, une saucisse, et Brenda, un pain à hot dog, se retrouvent dans une cuisine à la suite de courses faites au supermarché dans lequel ils vivaient. Les aliments rêvaient de rejoindre le grand au-delà, un paradis promis où ils vivraient heureux pour toujours. Mais d'un revers d'épluche légumes, ils découvrent l'horrible vérité. Ce grand au-delà n'est qu'un enfer où les habitants finissent découpés, cuisinés et dévorés. Mais ça n'est pas la seule scène d'horreur du film. Il y en a une qui est clairement ma préférée. C'est une parodie du film Il faut sauver le soldat Ryan quand les soldats américains débarquent sur les plages de Normandie. Le film est rempli de scènes dégueu, de personnages surprenants, de références à des personnalités comme Stephen Hawking ou encore Hitler. Putain les mecs. Mais la scène que vous attendez tous et qui a juste achevé tout le monde dans la salle de cinéma, c'est la partouze dans la scène de supermarché à la toute fin du film. Oui, vous avez bien entendu, et je ne vais vous le dire qu'une seule fois, ils ont animé une partouze avec de la nourriture. Je reviens, je vais juste laver mes yeux avec de la javel. The Sandman. The Sandman est un très court métrage de 3 minutes 25 provenant de la chaîne YouTube de Jake Lava, proposant différentes vidéos plus ou moins sombres ou marquantes, toutes en animation 2D. Mais c'est bien The Sandman qui a attiré le plus l'attention du public. On y voit une créature humanoïde vivant seule dans un monde détruit. Elle est sombre à l'exception de son masque blanc orné d'un sourire figé. Un masque voulant perpétuellement se tourner comme pour signifier une volonté d'exprimer d'autres émotions que la joie forcée. Le tout accompagné d'un bruit des plus perturbants. La créature vit seule et montre clairement sa tristesse et son mal-être à travers des dessins qu'il fait au mur et à l'automutilation qu'il se fait subir pour espérer ressentir autre chose que de la solitude extrême. Mais celle-ci fait la rencontre d'une petite fille sur son chemin. Une petite fille, elle aussi seule, ayant perdu ses parents récemment. Une amitié se lie entre nos deux personnages jusqu'au jour où la gamine, prise de curiosité, retire le masque de la créature. Une action qui lui coûta la vie et qui replongea une nouvelle fois notre créature dans une solitude horrible, forcée à continuer à sourire malgré tout. Une vidéo assez triste, pouvant refléter une sorte de critique envers l'autodestruction et la dépression. Ce court-métrage suit une personne dépressive qui voit le monde comme gris et mort, non pas par réalité, mais par perception. Pour cacher son mal-être, il porte ce fameux masque joyeux. Il rencontre alors quelqu'un, se lie d'amitié, semble aller pour le mieux, jusqu'à ce qu'elle commence à en savoir plus sur lui, révélant le monstre à l'intérieur, tuant leur relation, probablement à cause de la stigmatisation, et la laissant seule et triste comme avant. Sa bouche pleine de dents, représentant son vide intérieur impossible à combler. Bref, un petit court-métrage qui m'a pas mal marqué. La filmographie de Ralph Bakshi. J'ai traité de pas mal de filmographies au style très différent dans cet iceberg, mais on peut dire que celle de Ralph Bakshi est assez particulière. Vous le connaissez sûrement grâce à son long métrage d'animation Le Seigneur des Anneaux, mais nous allons plutôt nous plonger dans ses films plus irrévérencieux, à commencer par son tout premier sorti en 72, Fritz the Cat. Qu'est-ce que vous fabriquez là-dedans, hein? Je plaisante pas! Alors ouvrez cette saloperie de putain de porte, c'est la putain de police! Librement adapté de la bande dessinée homonyme de Robert Crumb, c'est le premier long métrage d'animation à recevoir un classement X aux États-Unis. On y suit les aventures débridées d'un jeune chat anthropomorphe, étudiant désabusé et en quête de plaisir, dans une Amérique des années 60. Lassé de la vie universitaire et des conventions sociales, Fritz plonge dans un tourbillon d'expériences. Sexe, drogue, révolution politique et contre-culture. Errant de fête en émeute, flirtant avec l'inégalité et la violence, il incarne la satire d'une jeunesse en rébellion
vision, tout en révélant l'absurdité et l'hypocrisie de la société américaine de son temps. Ce film est vraiment très spécial, car comme je l'ai évoqué, il s'agit du premier à recevoir ce fameux classement X. Et malgré les polémiques, les plaintes du public, voire même de l'auteur de la BD d'origine, le film est un immense succès, rapportant 90 millions de dollars pour un budget de 700 000, ouvrant la voie à de nombreuses œuvres d'animation pour adultes comme les Simpsons ou South Park, même si c'est assez incomparable vu le degré tendancieux de Fritz le chat. Non, on va plutôt dire que le film a enfoncé une bonne grosse porte vers l'avènement de la pornographie dans l'animation occidentale. Faut dire que ce film aussi... Regarde, tout ça c'est Mimi, tout ça c'est pour toi. Fritz le chat a particulièrement surpris un public jeune, attiré par son côté provocateur, sexuel, politique et totalement différent des animations grand public de Disney par exemple. Il représente une rupture totale avec l'image enfantine du dessin animé. Là par exemple, on y voit même Mickey, Minnie et Donald soutenir les forces de l'ordre américaines. Petit pic des familles. Perso, je l'ai vu assez tard, et même s'il peut paraître un peu brouillon, moralement douteux et assez immature dans certains sujets traités, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un tout premier film, et qu'il avait clairement pour but de choquer de toute façon. Tout comme ses longs métrages suivants d'ailleurs. Your mother is a goddamn crazy bitch, Michael. Mother of God. Sorti en 73, alliant prise de vue réelle et animation, Heavy Traffic suit l'histoire de Michael Corleone, un jeune cartooniste italo-juif qui tente d'échapper à la misère et à la brutalité de son environnement par son art et ses rêves. Coincé dans son appartement new-yorkais miteux, entre son père mafieux et sa mère névrosée et cocu, Michael tente de s'en sortir et noue une relation amoureuse avec Carol, une serveuse afro-américaine. Ensemble, ils cherchent à fuir leur existence misérable. Je ne pense pas que ce film parle à tout le monde. Classé X comme le précédent, on y voit pas mal de scènes perturbantes. Les corps sont stéréotypés, l'animation est souvent exagérée et malsaine, assez grasse et très crue par moments. You sure look like you need a friend tonight. Now listen, you savages. Now just stay in the truck. I saw him first. Good. Bref, vous voyez l'idée. Heavy Traffic dresse un portrait sans concession de l'Amérique urbaine du début des années 70, où le rêve américain n'est qu'une fraude absurde et décadente, plongeant les marginaux dans la misère et la violence urbaine. Encore un long métrage important du point de vue sociopolitique, mais toujours aussi brouillon et douteux. Et perso, je n'aime vraiment pas ce style d'animation et cette patte visuelle, c'est vraiment pas ma came. On va dire que ça ne fait pas vraiment rêver, même si c'est le but quelque part. Mais rebelote, un nouveau long métrage dans la même veine, sorti 2 ans plus tard. Come on, fella. Même délire que précédemment, un mélange de prise de vue réelle et animation, toujours dans une Amérique crade des années 70, mêlant mafia italienne, policiers corrompus, prostitution et capitalisme, mais cette fois-ci avec un accent bien plus prononcé contre le racisme envers la communauté afro-américaine marginalisée. Ce qui créa justement une immense polémique contre ce film. Entre ceux qui accusent Ralph Bakshi et son équipe de racisme alors que c'est justement ce racisme institutionnel qui dénonce, et ceux qui se donnent à cœur joie d'exprimer leur opinion nauséabonde tout en se reposant sur l'animation encore une fois douteuse du film. Et oui, c'est douteux, on ne va pas se le cacher, en 75 comme aujourd'hui. On peut effectivement se poser certaines questions sur la direction artistique mise en œuvre ici. On a donc un film des plus violents, satire de certaines œuvres comme Le Parrain ou encore Mélodie du Sud des studios Disney. Bakshi utilise délibérément des caricatures racistes issues de l'imagerie américaine, notamment des stéréotypes des années 1930-50, avec des personnages aux lèvres exagérées, au comportement inapproprié, au langage aujourd'hui censuré, tout cela pour les retourner contre le système raciste de l'époque. Bref, vous comprenez l'idée derrière la filmographie de cet homme. Et comme je ne voudrais pas que ce sujet prenne trop le pas sur le reste de l'iceberg, je vais me permettre un résumé plus bref pour ses prochaines œuvres. À commencer par Les Sorciers de la Guerre, sorti en 77. It is the story of 2 brothers, Avatar and Black Wolf, powerful wizards and mortal enemies from the day they were born.
On a donc dans un premier temps l'une des œuvres les plus connues de sa filmographie, apportant pour la première fois la technique de la rotoscopie, très pratique pour limiter les coûts de production liés à l'animation traditionnelle. L'histoire prend place dans un futur post-apocalyptique, des millions d'années après la destruction de la civilisation humaine par une guerre nucléaire, accueillant alors de nouvelles races telles que les elfes, fées et mutants. Deux frères sorciers, Avatar, bienveillant et pacifique, et Black Wolf, maléfique et assoiffé de pouvoir, s'affrontent pour le contrôle du monde. Black Wolf découvre de vieilles technologies de propagande, notamment des films et symboles nazis, qu'il utilise pour galvaniser ses armées mutantes dans une guerre contre les peuples libres. Le film dénonce ici les dangers de la propagande et de l'endoctrinement, bercé par une certaine nostalgie des idéologies violentes des régimes nazis. Le tout en critiquant l'absurdité de la guerre, la destruction de la nature par la technologie, l'absence de beauté et d'honneur dans ce monde, joliment mise en scène par la mort de l'antagoniste d'ailleurs. I'm glad you changed your last name, you son of a bitch. Le Seigneur des Anneaux, sorti en 78, utilisant à fond cette technologie de rotoscopie, n'a pas l'air de figurer dans les traumas du public, du moins pas au point de se retrouver dans les profondeurs de cet iceberg. Le long métrage American Pop, par contre, a pu surprendre par son ton dur et ses images fortes liées à la Seconde Guerre mondiale. Mais le film a plus retenu l'attention pour sa bande originale spectaculaire d'une 50aine de morceaux, plutôt que ses images choquantes. Good Looking, quant à lui, met une nouvelle fois en scène des histoires de gangs, cette fois-ci dans le quartier de Brooklyn dans les années 50. Mais les personnages sont bien tous humains, contrairement au précédent film. On note ensuite Tigra, la glace et le feu, faisant son retour dans un univers fantasy, offrant de très beaux moments d'animation. Why do the living disturb the sleep of the dead? Je termine enfin ce sujet avec un dernier film du nom de Cool World, sorti en 92, liant prise de vue réelle et animation à la manière d'un Qui veut la peau de Roger Rabbit ou Monkey Bone, mais encore une fois plus irrévérencieux et exubérant. Cool World fait partie de ces rares films où vous verrez des acteurs réels couchés avec des personnages de cartoon. Mais bien que le film ait été massivement critiqué par son contenu sexuellement explicite, il est tout de même très apprécié par un certain public, le faisant passer au statut culte. En résumé, la filmographie de Ralph Bakshi ne peut évidemment pas plaire à tout le monde. Et elle est surtout réservée à un public averti et si possible majeur, afin de se protéger des images choquantes, mais surtout afin de comprendre pleinement les messages véhiculés par ses œuvres. Ce réalisateur est souvent cité comme un rebelle du dessin animé, ouvrant la voie à l'animation pour adultes en traitant des thèmes matures à une époque où l'animation était presque exclusivement destinée aux enfants. Son style brut, souvent provocateur, a montré que le dessin animé pouvait être un moyen d'expression artistique sérieux et subversif, influençant certaines personnalités du monde de l'animation, comme Gore Verbinski pour ne citer que lui. En clair, un réalisateur qui mérite qu'on en parle, ayant apporté sa pierre à l'édifice du cinéma d'animation moderne, tout de même accompagné de son lot de traumas bien ancrés. Consuming Spirits. Dans une petite ville grise et brumeuse, on suit trois personnages un peu paumés. Earl Grey, un animateur radio-alcoolique, Gentian Violet, une journaliste rongée par ses démons, et Victor Blue, un jardinier plutôt mélancolique. Chacun mène sa petite vie discrète, marquée par la solitude, le deuil et la culpabilité. Au fil de l'histoire, on comprend que leurs destins sont beaucoup plus liés qu'on ne le pensait. Avec un lourd passé fait d'abandon, de blessures familiales et d'abus. Avec son mélange d'animation en stop motion, de dessins à la main et de papier découpé, Consuming Spirits dresse un portrait touchant et très humain des cicatrices que le passé laisse sur nos vies, dans une ambiance à la fois triste, réaliste et pleine de poésie noire. Sorti en 2012, il s'agit du tout premier et seul projet de long métrage de Christopher Sullivan. Un film qui, je l'avoue, n'est pas très facile à visionner, j'ai eu un peu de mal. C'est un film assez dur et mélancolique, au final vu par très peu de monde, mais qui laisse tout de même certaines séquelles à ceux qui l'ont regardé. Non pas qu'il soit terrifiant ou violent, juste marquant et suffisamment obscur pour mériter sa place ici. Je rappelle que mon rôle ici est aussi de vous faire découvrir certaines œuvres méconnues. Cheap Joke. Your mom. Voilà, je pense que je n'ai pas besoin de vous analyser plus en profondeur cette vidéo. On a donc un homme qui se recoiffe devant le miroir de toilette publique et un de ses collègues lui fait une blague graveleuse, amenant à cette réaction des plus cauchemardesques. Vraiment un visage que l'on a du mal à oublier.
Good one, Eddie. Thanks. Catsup. Cette œuvre est assez particulière puisqu'il ne s'agit ni d'un long métrage ni vraiment d'un court. Basé sur le manga créé par Nico Gideus, ce film expérimental surréaliste suit Nyata, un chaton anthropomorphe, dans son voyage au pays des morts dans le but de sauver l'âme de sa sœur Nyanko. Au fil de leur périple, les deux chatons traversent des paysages absurdes, rencontrent des créatures bizarres et assistent à des scènes qui oscillent entre poésie, humour noir et malaise. Sans vrai dialogue clair, Catsup laisse son récit ouvert à l'interprétation, évoquant des thèmes comme la vie, la mort, la fragilité et l'absurdité du monde. Le film offre tout de même de somptueux moments de contemplation et de réflexion, à travers des scènes tantôt poétiques, tantôt absurdes. Franchement, c'est à voir si vous êtes curieux, mais je ne vous garantis pas que vous compreniez dès votre première lecture. C'est assez perché. Made in Abyss. Ah là, on va s'attaquer à un sacré morceau, croyez-moi. Non pas dans la longueur du sujet, mais pour sa dureté. Mais d'abord, de quoi parle cet animé ? Made in Abyss est un animé japonais adapté du manga de Akihito Tsukushi, diffusé pour la première fois en 2017. Deux films récapitulatifs sortent 2 ans plus tard, puis un troisième original l'année suivante. Et enfin, une deuxième saison en 2022. Oui, je sais, c'est trop récent pour que sa place soit légitime dans cet iceberg. Mais croyez-moi, cet animé ne nous a pas marqué étant petit, certes, mais je peux vous garantir qu'il nous a bien trauma comme il faut, qu'on ait 20, 25 ou 30 ans aujourd'hui. L'histoire se déroule dans une ville située autour d'un gigantesque abysse dont les profondeurs révèlent créatures étranges et trésors oubliés. On suit Riko, une jeune orpheline qui rêve de devenir cavernière comme sa mère disparue. Elle reçoit d'ailleurs un message de cette dernière l'invitant à la rejoindre dans les profondeurs de l'abysse. Elle y rencontre Lege, un mystérieux garçon robot venu des profondeurs. Ensemble, ils explorent ce monde inconnu et font des rencontres qu'ils n'oublieront jamais. Ah, et j'ai oublié un détail très important dans l'univers de Made in Abyss. En gros, plus tu descends dans les profondeurs, plus tu es affecté par la malédiction de l'abysse. Plus tu t'enfonces, plus il sera difficile, voire impossible de remonter sans des séquelles physiques ou psychiques. Cela se traduit par des maux de tête et des vomissements dans les premiers étages, mais ça peut s'avérer bien plus grave si tu descends trop profondément. Mais maintenant que le contexte est posé, où se trouve le problème ? Premièrement, le monde dans lequel nous plonge Made in Abyss est absolument somptueux, plein de beauté, de couleurs, d'aventure et d'espoir, sublimé par une bande sonore magistrale et iconique. Mais ce manga renferme en vérité un piège terrible pour le spectateur, l'envoyant directement en enfer. Je vous fais le tableau. Des enfants, inexpérimentés, formatés dès le plus jeune âge au danger de l'abysse, plongeant dans les profondeurs d'un monde hostile sous la promesse de ne sûrement jamais revenir à la surface sous peine de subir la malédiction tant redoutée. C'est ça le problème, putain. C'est des gosses, ils sont tout joyeux, tout ronds, tout innocents, mais en bas, ça n'est que mort et désolation. Le matchmaking n'est clairement pas équilibré, donc ce qu'il devait arriver arriva. Quel enfer cauchemardesque. Bande de dégénérés. Rendez-moi mon innocence, putain de merde. Pour vous la faire courte, nos deux héros font la rencontre d'une créature aussi rare que dangereuse, dont les épines empoisonnées sont extrêmement mortelles. Riko ayant été touchée, Lege est contraint de l'amputer à vif, sans quoi elle risque de mourir dans d'atroces souffrances. Et ça n'est qu'une des scènes absolument traumatisantes de cet animé. Je ne vais pas toutes les aborder, mais elles sont nombreuses dans la première comme dans la deuxième saison. L'esthétique féerique contraste volontairement avec la brutalité du récit. Malgré sa musique magnifique et son chara-design mignon, Made in Abyss est extrêmement sombre. Abordant des thèmes durs comme la souffrance physique et psychologique, les sacrifices, l'abandon et la déshumanisation.
Sans parler des différents protagonistes que nos héros croisent dans l'histoire, menaçants par leur charisme et leur chara-design. Made in Abyss ne fait pas du gore et du cru gratuitement. Ça reste une œuvre profondément humaine et philosophique, bien qu'elle arrive à broyer notre innocence de la plus cruelle des manières. Vraiment, un animé que j'aimerais traiter plus en détail dans une vidéo dédiée de la chaîne. Sachant que je n'ai même pas parlé de son auteur, qui est clairement sujet à problématique. Mais si je peux conclure avec une deuxième scène, avant que vous ne découvriez par vous-même cette œuvre, je peux vous montrer ce qui arrive aux êtres subissant de plein fouet une remontée beaucoup trop rapide depuis les profondeurs des abysses. Vraiment, je vous préviens, ça n'est pas beau à voir. Behind Closed Doors. Behind Closed Door est un petit court-métrage provenant de la chaîne YouTube Button Studio en référence à son créateur Johnny Button. La vidéo datant de 2009 nous met en scène un enfant du nom de Gregory devant vivre avec son père alcoolique et violent avec sa mère, mais aussi avec un monstre semblant vivre dans son placard. Et plus les violences du père se font présentes, plus cette créature se manifeste jusqu'à sa rencontre avec le petit Gregory. Le père, ayant plus qu'assez du brouhaha provenant de son fils et visiblement lassé de frapper sa femme, décide de s'en prendre au petit garçon. Mais les choses ne se passent pas comme prévu pour lui. Bon, je ne suis pas spécialement fan de la DA de ce court-métrage et encore moins de son remake d'il y a 3 ans. Mais outre l'esthétique de l'œuvre, de ce que j'observe ici, le fameux monstre dans le placard n'est qu'une manifestation du monstre qui se formait dans le cœur de Gregory après avoir regardé sa mère se faire violenter. Ce court-métrage montre que nous avons tous des monstres en nous et que parfois nous les laissons s'exprimer, pouvant causer de graves dégâts. Son père, le monstre originel, est la cause de celui de Gregory. Lily Cat. Replongeons-nous encore un peu dans nos longs métrages d'animation japonais des années 80-90. Ça ne va pas nous faire de mal. Enfin si, quand même un peu. On va donc parler cette fois-ci de Lily Cat, sorti en 87. Pour vous résumer ce film, on est 200 ans après notre époque. On suit un vaisseau spatial de la société Sincam transportant une équipe de scientifiques et d'employés en mission d'exploration vers une planète lointaine. Durant leur voyage, les passagers sont placés en sommeil cryogénique censé durer 20 ans, mais à leur réveil, rien ne se passe comme prévu. Le vaisseau semble avoir été détourné de sa trajectoire. Un virus inconnu a contaminé l'équipage et plusieurs membres sont retrouvés morts dans des circonstances atroces. En parallèle, un chat mécanique du nom de Lily, copie du chat d'origine accompagnant l'équipage, rôde à bord et semble étroitement lié aux événements. Très vite, les survivants comprennent qu'un infecté ou un agent clandestin se cache parmi eux et que le virus n'est peut-être pas d'origine naturelle. Et comme tout ce joyeux bordel se passe dans le vaisseau, on a un joli huis clos bien angoissant et psychologiquement prenant, un peu à la manière de The Thing ou encore Alien si on veut rester dans le thème spatial. Tout l'équipage devient parano, et nous avec eux. Mais surtout, c'est gore. J'imagine pour ceux qui l'ont vu, vous avez tous en tête la fameuse scène du chat qui se fait massacrer brutalement. Mais aussi quand le parasite sort du corps de son hôte. On entend toute la souffrance du gars et son corps part en morceaux comme un vieux chewing-gum, ne laissant plus que les vêtements au sol. Sans parler des derniers instants du film, plein d'horreur à peine 2 minutes avant le générique de fin. En soi, c'est surtout un film psychologique et claustro sur les bords. Il ne dure pas très longtemps, genre 1 heure, donc si vous kiffez The Thing, foncez. Lobotomie. 20 mars 2006, c'est la date de publication de la vidéo YouTube que je vais traiter. Je crois bien qu'il s'agit de la vidéo la plus vieille de cet iceberg provenant de cette plateforme. Rien que pour ça, elle mérite qu'on en parle.
Lobotomie est un petit court-métrage psychédélique réalisé par David Hatch. On y voit dans les 45 premières secondes une succession de photographies d'un homme, de son portrait dessiné et quelques croquis et autres projections. On passe ensuite à de la stop-motion en pâte à modeler, le tout sous un bruit constant de néons saturés et de batteries saccadées. On y voit un homme s'adresser sans parole à la caméra, suivi de plusieurs autres sujets plus ou moins traficotés de câbles et autres objets plantés dans leur chair. L'homme en question est attaché par une sorte de cage métallique, puis commence l'opération. Vers 2 minutes, une musique se lance, apportant une ambiance de béatitude malsaine. L'homme se fait alors découper la boîte crânienne et des tiges métalliques trifouillent son cerveau, faisant apparaître une multitude d'images psychédéliques et à peine colorées. L'homme semble toujours vivant jusqu'au moment où on lui ouvre le ventre, faisant sortir son squelette métallique, propre aux puppets utilisés en stop motion. Un court-métrage très déroutant et assez niche, à la qualité discutable mais à l'ambiance unique. The Plague Dogs. Au même titre que Watership Down, ce film m'a beaucoup été demandé. Il a été vu accidentellement par beaucoup trop d'enfants, dont certains d'entre vous, et sa place ici est amplement justifiée. On sent déjà rien qu'au titre que l'histoire n'est clairement pas pour les enfants. Genre, les chiens de la peste, il y a un sujet quand même. Alors, ça vient d'où et de quoi ça parle? Sorti en 82 et réalisé par Martin Rosen, le réal derrière Watership Down, sorti 4 ans plus tôt, ce film se base une nouvelle fois sur un roman de Richard Adams, paru quant à lui en 77. Le film a été un tel bouleversement auprès du public qu'il a été reclassé Peggy 13 pour sa sortie en DVD. The Plague Dogs est considéré comme le premier long métrage d'animation MGM classé non familial. Dans un laboratoire de recherche animale en Angleterre, 2 chiens, Roth, un labrador noir, et Snitter, un fox terrier, parviennent à s'échapper après avoir subi de nombreux tests scientifiques cruels. Traumatisés et livrés à eux-mêmes, ils tentent de survivre dans les collines hostiles du Lake District tout en échappant aux humains. Mais leur fuite prend une autre tournure. Les autorités découvrent que les chiens seraient potentiellement contaminés par la peste bubonique. Craignant qu'elle se propage dans la région, le gouvernement lance une chasse à mort, mobilisant soldats et hélicoptères pour les abattre. Pendant leur cavale, Roth et Snitter rencontrent un renard sauvage qui les aide à survivre et retrouver leur liberté perdue depuis des années. Un film dur, froid, brumeux, presque étouffant en fait. La grosse majorité du film se base sur la fuite de nos 2 chiens, mais les 5 premières minutes... Mon Dieu, les 5 premières minutes. Elles sont déterminantes pour savoir si vous avez les nerfs assez solides ou non. Et c'est tellement horrible d'avoir fait ça. Tu m'étonnes que des enfants aient été traumatisés. 5 minutes, c'est assez rapide. Le temps que les parents ne s'en rendent compte, c'est déjà trop tard. J'ai déjà parlé à plusieurs reprises du sujet de l'abandon ou de la souffrance animale, notamment par le court-métrage Save Ralph dans le chapitre précédent, mais lui au moins pouvait se confier à travers son interview. Là, on observe impuissant toute l'horreur de cet endroit, incapable de comprendre où veulent réellement en venir ces scientifiques avec toutes ces expériences cruelles. Expérience ayant laissé des séquelles physiques et psychologiques à nos 2 chiens, l'un ayant le sommet de la tête couvert de bandages, comme pour signifier qu'on lui a trifouillé le cerveau comme dans notre sujet précédent. L'autre quant à lui, noyé et réanimé à plusieurs reprises, a une peur bleue de l'eau, jouant sur la tournure des événements dans les derniers instants du film lorsque les humains sont à 2 doigts de les attraper dans leur cavale. Personnellement, j'ai trouvé la folle escapade plus marquante que ce film, ce qui n'empêche en rien son importance dans la sphère cinématographique animée. Mais ouais, clairement, j'ose pas imaginer le nombre d'enfants marqués par ces 2 films qui aujourd'hui ressortent pas mal dans vos traumas. Come on, up we go. Farbenspiel. Farbenspiel, Stop Motion Animated Short, est comme son titre l'indique, un court-métrage d'animation en stop motion provenant de la faculté de design, film et animation de l'Université des sciences appliquées de Nuremberg. On y suit un homme seul, du moins ce qu'il semble être les restes d'un homme, vivant dans une pièce close, sous la simple lumière d'une ampoule, finissant par s'éteindre. L'homme animé en stop motion est modélisé en pâte à modeler de couleur chair et rouille. Il est extrêmement maigre, on distingue clairement les os de son corps. On dirait comme un survivant de frappe nucléaire ayant trouvé refuge dans cette pièce fermée et sans fenêtre. Du moins, c'est ce qu'on croit au début. L'homme distingue un trou au mur et s'empresse d'enlever le papier peint afin d'en révéler la lumière du jour et la chaleur réconfortante du soleil. Mieux encore, un invité surprise.
L'homme va vouloir le garder près de lui à tout prix. Faut le comprendre, on ne sait pas depuis combien de temps il est ici tout seul. Mais malheureusement, son bonheur sera de courte durée. Un tremblement de terre fait s'effondrer des gravats devant la fenêtre. Et l'homme, dans un dernier geste d'humanité, libère le papillon avant de finir définitivement enseveli, détruisant à jamais le peu d'espoir qu'il venait d'avoir dans sa misérable vie. Un court-métrage qui m'a marqué par le design de son personnage, certes, mais aussi par sa mélancolie et sa fatalité. On pourrait une nouvelle fois interpréter cela comme une cage de dépression où le papillon serait vu comme une touche de couleur qui permettrait aux personnes malades de se sentir mieux le temps d'un instant. Le titre du court-métrage Farbenspiel se traduit littéralement en français par jeu de couleurs. Reste à savoir si ce fameux papillon offrant à nos vies cet éclat de couleur est une personne nous venant en aide ou plus terre à terre encore un traitement médicamenteux. À vous de choisir. Samaritans téléphone. Bon, pour les 2 prochaines œuvres, on va se plonger quelque peu dans le sujet difficile du suicide. La première est assez niche et obscure, la deuxième beaucoup trop vue à mon humble avis. Commençons déjà par Téléphone, ou ligne téléphonique dans sa traduction française, du groupe Les Samaritains. Il s'agit d'une association caritative fondée en 1953 venant en aide aux personnes ayant des tendances suicidaires. L'asso a diffusé 8 œuvres de prévention, mais c'est bien la 3e sortie en 91 que je vais aborder ici. Sur fond noir, des lignes blanches abstraites apparaissent, avec en parallèle une sonnerie de téléphone qui retentit, suivie d'un montage sonore oppressant. Une femme annonce son divorce, une fille demande quelque chose à ses parents, des dettes et des impôts s'accumulent, bref, tout un flux de voix anxiogènes qui s'enchaînent. Les traits grossiers se changent alors en dessin animé simplifié d'un téléphone décroché, suivi d'un cri. Puis un court silence. Et en fondu, un rectangle blanc apparaît avec un texte rouge, nous comprenons. Puis à leur numéro de téléphone. Simple, court, efficace et absolument déroutant. Un spot animé ayant justement pour but de choquer le spectateur afin de mieux le sensibiliser au sujet. Faut savoir que ces spots passaient avant certaines séances de cinéma, c'est dire. Je ne sais pas si ça ne ferait pas polémique aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, passons au 2e sujet. Marénol. Marénol est une courte vidéo classée PEGI 18 par son créateur Leaf, un motion graphics artiste spécialisé dans les jeux vidéo rythmiques. Mais parmi toutes les créations musicales de sa chaîne YouTube, c'est clairement celle-ci qui se démarque le plus, par son nombre de vues, sa miniature rouge vif et son titre intrigant bien que préventif. Dans la description de Marénol, on y voit un très long texte en japonais, expliquant à peu près comme un journal de bord les pensées du créateur autour du monde des rêves et de la frontière qu'il peut avoir avec notre réalité. Au fur et à mesure de la lecture, on se rend compte que celui-ci serait touché par une forme de dépression, l'amenant à régulièrement penser à la mort. Mais on ne peut pas savoir si c'est un réel témoignage ou une histoire montée de toutes pièces pour rendre l'œuvre plus consistante et empathique. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on y voit dans cette vidéo ? On y voit donc une fille aux cheveux roses subir de nombreux sévices, illustrant les très nombreuses façons de se donner la mort, par soi-même ou par l'intermédiaire d'une autre personne, le tout sous un fond musical de dubstep violent, accentuant les nombreux glitches et autres déformations d'image, accompagné d'une mélodie au violon et à la boîte à musique. On entend parfois la respiration et les cris de la jeune fille, augmentant encore plus le malaise de la vidéo. Perso, c'est pas le genre d'œuvre qui peut vraiment m'impacter. C'est assez edgy et grossier à mon goût, ça manque de subtilité, et ça met l'accent sur un fantasme lié à la souffrance et l'automutilation, plutôt qu'une réelle prévention contre le suicide. On dirait que la vidéo romantise le sujet sous un fond musical pour avant tout servir de vitrine à l'artiste. Je sais pas ce que vous en pensez. Skywells. Là, on va parler d'un court-métrage d'animation se rapprochant assez fortement des films de René Laloux dans son esthétique et son ambiance. Faut dire que celui-ci sort en 83, un an après Les Maîtres du Temps. À cette période, il y avait pas mal de projets d'animation de SF assez ésotériques qui sortaient dans les salles obscures. Et pour le coup, cette œuvre-là est vraiment obscure.
L'histoire se déroule sur une planète extraterrestre où vit une tribu d'humanoïdes à la peau verte. Ils communiquent par des sons incompréhensibles, accentuant l'étrangeté de leur univers. Leur survie dépend de la chasse aux Skywells, de gigantesques créatures volantes semblables à des Raymanta. Le récit suit un père de famille et leader de chasse qui, après une expédition, subit une transformation. Sa peau blanchit, ses yeux noircissent et il devient un être sacré qu'il ne faut surtout pas regarder. Comme le veut le destin de ces nouveaux êtres, il se rend dans un temple et se jette dans un puits, amorçant une métamorphose en Skywell, révélant ainsi le cycle de vie secret de ce monde, liant les chasseurs à leur proie. Là, vu comme ça, je vous l'accorde qu'il n'y a rien de vraiment choquant ou traumatisant. Mais je vous jure que j'ai visionné ce truc quelque part quand j'étais petit, et la transformation du père chasseur m'avait profondément marqué. Et puis, s'il est ici, c'est surtout parce que l'œuvre est très nichée. Heureusement, l'un des co-réalisateurs l'a posté sur sa chaîne YouTube il y a 2 ans. Sinon, je ne sais pas comment j'aurais obtenu ces extraits. Mononoke. Alors non, je vous arrête tout de suite, il ne s'agit pas ici du long métrage Princesse Mononoke des studios Ghibli que j'ai déjà abordé, ça n'aurait aucun sens d'en reparler. Là, on a toujours affaire à une œuvre japonaise, mais cette fois-ci en animé de 12 épisodes, produit par la Toei Animation et sorti en 2007. L'histoire suit un personnage énigmatique connu uniquement sous le nom de l'apothicaire, un voyageur solitaire parcourant le Japon féodal à la recherche de Mononoke, des esprits vengeurs nés des émotions humaines négatives. Pour les exorciser, l'apothicaire doit d'abord découvrir 3 éléments essentiels: l'apparence de l'esprit, son origine et la motivation derrière sa manifestation. Ce n'est qu'en réunissant ces informations qu'il peut dégainer son épée spirituelle et apaiser l'esprit tourmenté. Mononoke se distingue par son style visuel unique, inspiré des estampes japonaises traditionnelles et du théâtre classique. Les décors et personnages sont représentés avec des motifs colorés et des textures élaborées, créant une atmosphère à la fois onirique et oppressante, avec un mélange 2D 3D franchement bien réussi, ce qui est plutôt rare dans les productions asiatiques. Les apparitions de Mononoke sont souvent spectaculaires et les mises à mort sont sanglantes et réussies dans leur mise en scène et leur sound design. L'anime joue vraiment sur l'horreur du folklore japonais, magnifié par l'aspect théâtral très codifié, rendant presque la mort magnifique et pleine de poésie. En tout cas, c'est un style graphique que j'adore. Mais tant qu'on est dans l'univers du Japon et du théâtre, tiens, laissez-moi vous introduire l'œuvre suivante. Yamishibai Theater of Darkness. Yamishibai, Théâtre des Ténèbres, ou plutôt Histoire de fantômes japonaise, c'est un peu comme American Horror Story, mais avec des petits épisodes animés de quelques minutes basés sur le folklore japonais. Diffusée depuis 2013, elle compte aujourd'hui 14 saisons, mais c'est surtout des premières dont on va parler, sinon ça serait trop récent. La série vise à imiter l'art traditionnel de la narration Kamishibai, d'où le titre de l'œuvre. Ce style s'illustre par du théâtre de papier traditionnel, avec une animation minimaliste et des illustrations rappelant les estampes anciennes. Les épisodes explorent divers thèmes liés au surnaturel, comme l'apparition d'esprits vengeurs, des malédictions et autres phénomènes inexpliqués. Chaque épisode se doit d'être efficace en termes d'épouvante car le format est trop court pour instaurer un scénario profond. C'est le format parfait pour se donner un shoot de frisson avant d'aller dormir quand on est un jeune ado autour du feu en colonie de vacances. Et le style visuel marche vraiment bien pour instaurer très vite une tension. Les premières saisons ont un certain succès dû à leur nouveauté et leur originalité, mais la série s'étire pas mal en longueur et commence à véritablement devenir mainstream. La production est toujours en cours aujourd'hui d'ailleurs. C'est juste moins connu pour nous occidentaux. Peur du noir. On enchaîne avec une œuvre assez similaire dans sa façon de procéder. Ici, on retourne en Europe avec Peur du Noir, un film d'animation français sorti en 2008, composé de 6 courts-métrages en noir et blanc au style très différent, créé par 6 artistes de talents variés comme des dessinateurs de BD, peintres ou encore typographes.
Parmi ces récits, on a dans l'ordre l'aristocrate au chien, les formes, l'insecte, le samouraï, la bête et enfin la maison dans la neige. Chaque segment offre une exploration unique de la peur, tantôt psychologique, tantôt surnaturelle. Mais aucune, je dis bien aucune, n'arrive à la cheville du premier d'entre eux, l'aristocrate au chien de l'auteur français Blutch. Aucune. Sous une esthétique glauquissime au crayon noir et pastel gras, on y suit un aristocrate hideux et cruel, promenant sa meute de chiens enragés et affamés afin de les lâcher sur des victimes innocentes. Ce segment revient à plusieurs reprises tout au long du film, servant de fil conducteur entre les autres histoires. À chaque apparition, l'homme au regard sinistre se promène dans des environnements déserts, puis relâche ses chiens sur des victimes anonymes. On ne sait rien de ses motivations, ni de l'identité des personnes attaquées. Il agit dans une froideur mécanique presque surnaturel et cauchemardesque. Le style graphique de Blutch est nerveux, presque esquissé et accentue la sensation de rêve fiévreux ou de cauchemar éveillé. Mais le pire reste le climax du récit, où le pouvoir et le contrôle de l'aristocrate, représenté par le chien, se retournent contre lui. Et pourtant, il garde malgré tout son sourire narquois, rendant la scène ultra choquante et pathétique. L'absence de musique, les bruitages de morsures et la chair qui se détache du corps de l'homme, tout est absolument cauchemardesque. Junkhead. Junkhead est un film d'animation japonais en stop motion réalisé par Takahide Ori, sorti en 2017. Ce long métrage de science-fiction post-apocalyptique est assez particulier dans le paysage cinématographique car il est le fruit du travail quasi solitaire de Takahide qui a assuré la réalisation, le scénario, la conception des marionnettes, l'animation, le montage, la musique et les voix. C'est un travail de titan quand on y pense. Dans un futur lointain, l'humanité a atteint une longévité quasi illimitée, mais a perdu sa capacité à se reproduire, menant à une crise démographique. Pour tenter de résoudre ce problème, un explorateur cyborg est envoyé dans un monde souterrain peuplé de créatures artificielles. Lors de sa descente, l'explorateur subit un accident qui détruit son corps. Amnésique, il entreprend un périple à travers un univers souterrain labyrinthique et dystopique, peuplé de sociétés étranges et de monstres hostiles, à la recherche des secrets de la reproduction de ces êtres des profondeurs, et par extension, du salut de l'humanité. Takahide n'avait aucune connaissance ni expérience en matière de réalisation de films. Il apprend tout sur internet et choisit comme technique d'animation le stop motion en volume, donnant au final un résultat à la fois réussi mais aussi assez déroutant. Il débute la production en 2009 et la termine seul en 2013, sous un court-métrage de 30 minutes qu'il rend disponible gratuitement sur YouTube. Et c'est 4 ans plus tard, après un remontage, que le film sort officiellement en salle dans sa version complète. Junkhead fait partie de ces petites pépites indées qui ont réussi à non seulement trouver leur public, mais également arriver aux oreilles de certains curieux, même s'il reste très obscur pour la grande majorité, pour sa direction artistique et son approche dérangeante. Spawn. Qui aurait cru que j'allais parler de comics de super-héros aussi bas dans cet iceberg? Et pourtant, nous y sommes. Laissez-moi vous introduire Spawn, première série d'animation pour adultes à avoir été diffusée sur la plateforme HBO à partir de 97. Elle est créée par Todd McFarlane, créateur de bande dessinée canadien, surtout connu pour son travail en tant qu'artiste sur The Amazing Spider-Man. Il crée le personnage de Spawn en le dessinant pour la première fois dans son adolescence, mais c'est en 92 que le premier comics voit le jour, battant tous les records de vente pour une bande dessinée indépendante. Une série animée était donc inévitable. Et il y a juste à voir le spot commercial de la série pour se faire un avant-goût de l'ambiance de Spawn. Welcome back.
Réparti sur 3 saisons et 18 épisodes, Spawn raconte l'histoire de Hal Simmons, ancien agent des forces spéciales, trahi et assassiné par son supérieur, et ressuscité en tant que Hellspawn après un pacte avec le démon des enfers, Malebolgia. Doté de pouvoirs surnaturels, Spawn erre dans les ruelles sombres, déchiré entre son désir de vengeance, sa quête de rédemption et son rôle dans la guerre entre le ciel et l'enfer. La série est vraiment sombre, un peu à la manière de Batman, sauf que ce héros-là ne s'empêche pas de faire couler le sang. Mais Spawn n'est pas que violence et gore, la série explore des thèmes plus profonds tels que la rédemption, la perte d'identité, la corruption et la lutte entre le bien et le mal. La série ne se contente pas de présenter des affrontements physiques, mais plonge également dans les dilemmes moraux et spirituels de son protagoniste, torturé par cette nouvelle vie que les enfers lui ont accordée. Spawn visait clairement un public adulte, avec des avertissements explicites dès le départ. Mais comme toute œuvre animée dans les années 90, elle a pu tromper certains jeunes téléspectateurs attirés par le format comics sans se douter de son contenu très violent, sombre et sexuellement explicite. L'animation mature était encore très marginale aux États-Unis à cette époque. Pour beaucoup, associer des dessins animés à un tel degré de noirceur et de cruauté était inhabituel, entraînant de nombreux traumas. Biohunter. Maintenant que les présentations sont faites, passons à la description de l'œuvre. On est encore une fois sur un court film d'animation japonais de 55 minutes environ, sorti en 95 et adapté du manga éponyme de Fujihiko Ozono. Comme l'indique le titre, le manga, comme son OAV, mêle horreur biologique, science-fiction et thriller psychologique. Au Japon, un mystérieux virus se propage, transformant les humains en créatures monstrueuses assoiffées de chair. Deux biologistes, Koshigaya et Komada, tentent de développer un remède. Cependant, Komada est lui-même infecté et lutte pour maîtriser sa propre transformation démoniaque. Utilisant ses nouvelles capacités, il combat les infectés tout en cherchant à préserver son humanité. Le duo croise la route de Sayaka, une jeune femme dont le grand-père, un médium recherché par le gouvernement, détient des informations cruciales sur le virus. Biohunter s'apparente surtout à un thriller policier dans sa plus grande partie, mais c'est véritablement dans son dernier quart que l'horreur se déchaîne à l'écran. Entre le grand-père détraqué, sa transformation démoniaque et tentaculaire, le combat final avec le héros se laissant submerger par le virus et la scène de viol de la jeune femme, on est clairement servi niveau degré d'horreur. Bref, encore un film explorant le thème du monstre en chacun de nous, l'éthique de la science et la perte d'humanité, de quoi laisser quelques séquelles. Who's Angry? Who's Hungry est un petit court-métrage en noir et blanc créé par David Hoche et sorti il y a 16 ans sur la chaîne YouTube Storkeeter. Un court-métrage qui m'avait grave choqué quand j'avais 12-13 ans, mais qui aujourd'hui, avec le recul, me fait plutôt sourire. On y voit une petite fille, et sûrement son frère, attirés par un camion de glace. Le vendeur gigantesque et mystérieux les enlève pour les amener chez lui. On découvre qu'il n'en est pas à son premier coup. Il congèle les enfants afin de les broyer pour en faire de la glace qu'il déguste le soir devant sa télé. Mais la jeune fille, bien plus maligne que son frère, réussit à se libérer et se débarrasser de son kidnappeur. Cependant, alors que nos deux enfants étaient à deux doigts de s'échapper de cet enfer, l'homme se relève et les poursuit. Par chance, il glisse sur sa propre glace et plonge dans le mixeur, mettant un terme à son existence de terreur. Gally the Alligator. On reste un peu dans le gore avec une vidéo qui a choqué, non, traumatisé des tonnes de gosses à l'époque. Gally l'Alligator est une publicité parodique pour la chaîne française d'action suspense 13e rue Universal. Lorsqu'elle a été postée pour la première fois, elle est accompagnée d'une clause de non-responsabilité. Cette publicité a été réalisée pour plaisanter et ne doit pas être prise au sérieux. Ah bon? Bah mince alors. Donc imaginons que je sois un gosse qui ne sache même pas lire et qui clique sur cette jolie miniature YouTube Kids avec des animaux en peluche tout mignons. On voit
apparaître pour la première fois Gali l'alligator sur YouTube en 2007 sur une chaîne obscure. On est clairement sur une parodie de show télévisé pour enfants à base de costumes pour l'alligator et de petites marionnettes pour les autres animaux. Mais la vidéo prend un virage à 90 degrés dès l'instant où l'alligator se plie à ses instincts meurtriers, le tout sous une comptine pour enfants mais horrifique. Et une fois le carnage terminé, un texte apparaît avec écrit « Si un jour on devait faire une émission pour enfants, c'est comme ça qu'on la ferait. » Ouais, ça va aller, hein. Vous avez suffisamment causé de dégâts, je pense. La filmographie de Gary Bardin. Gary Yakovlevitch Bardin est un auteur de films d'animation russe. Diplômé de l'école de théâtre d'art de Moscou, il débute sa carrière comme acteur dramatique, puis rejoint le théâtre de marionnettes de Moscou en tant que réalisateur-producteur. Dès 1975, il se tourne vers l'animation au sein du studio Soyuz Multfilm, où il réalise 15 films en 15 ans, explorant diverses techniques d'animation sortant de l'ordinaire. Après, je dis 15 films, mais il en a réalisé 25 en tout, entre 1975 et 2021. Il obtient de nombreux prix, la Palme d'Or, l'Ordre de l'Honneur russe, etc., etc. Bref, si je parle de lui ici, c'est bien pour ses films, mais surtout pour sa direction artistique qu'il a employée tout au long de sa vie. Là, pour une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails de ses films, parce que déjà, il y en a vraiment beaucoup, et je ne les ai clairement pas tous vus. Mais juste me pencher sur leur esthétique globale, ayant pas mal perturbé certains d'entre vous à en juger par vos témoignages. Le style de Bardin se caractérise par l'utilisation de matériaux variés, pâte à modeler, allumettes, fil de fer et une narration souvent sans dialogue, privilégiant la musique et le mouvement pour transmettre des messages profonds. Dans ses œuvres majeures utilisant ces techniques variées, on peut compter Conflict, sorti en 83, un court-métrage réalisé avec des allumettes, illustrant de manière allégorique les conflits armés et leurs conséquences dévastatrices. Fioritures, sorti en 87, un film en stop-motion utilisant des fils de fer. Ce même petit film récompensé par la Palme d'Or du meilleur court-métrage au Festival de Cannes en 88. Un court-métrage à l'ambiance particulière. On note également Le Loup Gris et Le Petit Chaperon Rouge, sorti en 90, une adaptation humoristique et musicale du conte classique, intégrant des éléments de la culture soviétique. Même constat pour son long métrage suivant, Le Chat Botté. Je me souviens parfaitement de la tronche de Poté qui m'avait bien foutu les boules à l'époque. Vous voulez voir un truc cool ? Lui, c'est l'un de ceux que j'ai vus, et malgré l'humour du film, ça ne m'a pas empêché de ressentir un certain malaise. Un peu comme avec l'un des plus connus de sa filmographie, l'ayant fait découvrir à pas mal de monde, Le Vilain Petit Canard, sorti en 2010, un long métrage en stop motion adapté du conte d'Anderson. Je trouve à ce jour l'un de ses films les plus aboutis visuellement. Mais bref, tout ça pour dire en résumé que Gary Bardin a une filmographie fascinante et atypique dans la sphère du cinéma d'animation moderne. Et pour ça, je me devais d'en parler, même si le trauma qu'il a laissé reste assez minime comparé à de nombreuses autres œuvres violentes et gore, je vous l'accorde. Elfenlied. Elfenlied est une série animée japonaise de 13 épisodes diffusée en 2004 et adaptée du manga de Lin Okamoto. L'histoire suit Lucy, une Diclonus, une espèce mutante dotée de bras télékinésiques invisibles et de cornes sur le crâne. Capturée et torturée dans un laboratoire, elle finit par s'échapper. Mais un tir à la tête lui provoque une amnésie partielle et une seconde personnalité, douce et innocente, appelée Niu. Recueillie par deux jeunes gens, Kota et sa cousine Yuka, elle tente de vivre une vie normale, mais ses instincts meurtriers refont surface, tandis que d'autres Diclonus sont lancés à sa poursuite. Pour ceux qui l'ont vu, je pense qu'on peut tous se mettre d'accord sur l'intensité de la violence dès le premier épisode avec l'évasion de Lucy dans une scène de massacre bien sanglante. Ça, plus le fait que la meuf soit totalement à poil, mais ça, c'est qu'un détail parmi tant d'autres. Mais cette scène n'est pas la seule qui ait choqué le spectateur. On peut parler du combat dans l'épisode 4 entre Lucy ayant retrouvé son esprit démoniaque et Nana, une Diclonus pacifique. Je peux vous dire que la deuxième ne finit pas dans un très bon état. Mais on note aussi la scène de la foire lorsque Lucy n'était encore qu'une enfant.
Et quelque part, c'est un peu à cause de cette esthétique enfantine avec des gros yeux et tout qui donne ce sentiment de malaise et d'horreur, plus que la violence et le sang je trouve. Et la pire scène je trouve reste celle où des gosses tabassent à mort le chiot de Lucy quand elle était enfant. Un acte lui faisant péter un câble, ça peut se comprendre. On ne tue pas les petits chiens. When the Wind Blows. Quand le vent souffle est un film d'animation britannique de 1986 adapté du roman graphique éponyme de Raymond Briggs. Jim et Hilda Bloggs, un couple de retraités vivant paisiblement dans leur campagne anglaise, voient leur quotidien bouleversé par une menace de guerre nucléaire imminente provoquée par l'Union soviétique. Forts de leur expérience de la Seconde Guerre mondiale, ils suivent scrupuleusement les instructions des brochures gouvernementales, protéger et survivre pour construire un abri de fortune et se préparer au pire. Lorsque l'attaque survient, ils survivent au souffle de l'explosion en se réfugiant dans leur abri. Cependant, ignorant des effets dévastateurs des radiations, ils tentent de reprendre une vie normale dans un environnement dévasté. Leur santé se détériore progressivement car ils ignorent totalement les effets que l'hiver nucléaire allait provoquer sur leur corps. On est donc sur un film d'animation sur le thème de la guerre froide couplé à l'enfer nucléaire. Et non pas la menace d'une bombe, mais bien les conséquences sur la population civile. Ça installe déjà bien le décor. Le film est dur, très dur. Il nous fait apprécier la petite vie tranquille de ces deux tourtereaux avant de nous traumatiser par des images choquantes et une ambiance pesante de mort invisible à leurs yeux, eux qui sont convaincus que les secours viendront les chercher. Mais outre leur lente agonie dans la dernière partie du film, imagée par les cheveux qui tombent, les plaques sur la peau, les saignements des orifices, plongeant le spectateur dans un inconfort triste et impuissant, la scène la plus marquante du film reste celle de l'impact imminent de la bombe et de son souffle destructeur dans cette campagne anglaise. Le quotidien paisible de notre couple de retraités est balayé d'un simple appel radio, mettant Jim dans tous ses états, au point d'insulter sa femme pour qu'elle le rejoigne au plus vite dans l'abri. Elle qui ne pense qu'à son gâteau qu'elle a mis au four. Sous le choc et complètement dans le déni. I've left the oven on. Get in! The cake will be burned. La chaîne de Pilote Red Sun. Pilote Red Sun est un artiste utilisant Photoshop et TV Paint pour animer des vidéos au style extrêmement brouillon et dérangeant. Le trait est grossier, la voix grésille, les effets sonores sont faits à l'arrache, donnant un résultat super malaisant. Why not have some Pringles? It's exquisite cuisine. Come on in and purchase this chip. Come enjoy these crisps. Pilote Red Sun sort plusieurs vidéos, accumulant des milliers de vues et apportant une certaine lumière sur l'animation amateur de qualité volontairement médiocre. Sa chaîne en suspens depuis 2020, on n'a plus trop de nouvelles de cet artiste, enveloppant l'univers de sa chaîne dans un voile de mystère encore plus obscur et niché. Strings. Ouh qu'il est étrange ce film, ouh là là qu'il est obscur. De son nom français, Le fil de la vie, Strings est un film d'animation danois sorti en 2004, utilisant la technique de l'animation par marionnette. Sauf que le twist du film, c'est que les personnages sont conscients d'être des marionnettes. Dans le récit, ces dernières sont reliées au ciel par des fils dont le fil central relié à la tête est vital à leur survie. Tout va donc tourner autour de cette notion et de l'expression que vous connaissez bien, la vie ne tient qu'à un fil. Dans le royaume mythique des Ballons, le roi Caro se suicide. Avant de mourir, il rédige une lettre à son fils, le prince Altara, l'avertissant des intentions malveillantes de son frère Nezo. Cependant, celui-ci intercepte la lettre, maquille le suicide en assassinat et accuse à tort le peuple rival des Ériths. Déterminé à venger son père, Al quitte son foyer, ignorant les véritables circonstances de sa mort. Tout
Tout est à la fois étrange, mais aussi super bien pensé et très inventif. Par exemple, les naissances se produisent lorsque des parents sculptent un enfant en bois auquel des fils descendent du ciel pour lui insuffler la vie. Au contraire, la coupure d'un fil entraîne la perte de son membre, tandis que la coupure du fil de tête équivaut à la mort. Un concept très chouette et une direction artistique déroutante, mettant fortement mal à l'aise. Tu m'étonnes que le film ait été trop peu distribué. Je suis sûr que peu d'entre vous le connaissent. Another. Another est une série animée japonaise d'horreur de 12 épisodes, diffusée en 2012, adaptée du roman éponyme de Yukito Ayatsuji. Produite par le studio PA Works, elle est devenue une référence du genre horreur dans le milieu scolaire. En même temps, sa diffusion sur Netflix l'a rapidement fait connaître auprès du grand public. En 1998, un lycéen nommé Koichi Sakakibara est transféré dans la classe de 3e 3 du collège de Yomiyama. Il y rencontre Mei Misaki, une élève étrange que personne ne semble voir ni reconnaître. L'ambiance dans la classe est lourde, marquée par une sorte de tabou collectif. Koichi découvre que la classe est victime d'une malédiction depuis 1972, année où un élève aimé de tous est décédé dans un incendie. Refusant d'accepter sa mort, les élèves et enseignants ont continué de faire comme s'il était vivant. Depuis, chaque année, une personne décédée rejoint la classe sans que personne ne s'en rende compte, déclenchant une série de morts violentes parmi les élèves et leurs proches. Déterminé à briser cette malédiction, Koichi s'allie à Mei pour identifier l'intrus et mettre fin au massacre. On se souvient tous, je pense, du fameux extrait qui tournait de partout quand la série est arrivée en France. Je me souviens quand je le voyais passer, vu que je ne connaissais pas l'histoire, je me demandais ce que c'était que cet animé de détraqué. On parle quand même du suicide violent d'un professeur devant toute sa classe entière. Mais c'était pas la seule scène qui tournait en vrai. Chaque jour, on envoyait une nouvelle qui pour un tel était la plus marquante ou pour d'autres la plus satisfaisante. En fait, il y avait une sorte de fascination qui s'installait autour de cet animé, attirant de plus en plus de monde, de plus en plus curieux et parfois même assez jeunes. C'était en quelque sorte le destination finale japonais, mais plus attirant puisqu'en animation. Et on répertorie pas moins d'une trentaine de morts en tout durant les 12 épisodes. Un score plutôt élevé. Belladonna of Sadness. Belladonna of Sadness est un film d'animation japonais sorti en 1973. Libre adaptation d'un essai de Jules Michelet intitulé La sorcière paru en 1862. Ce film est le troisième et dernier volet de la trilogie expérimentale Animerama, devenu culte pour son style psychédélique et son propos féministe et tragique. Et ce troisième film est selon moi le plus marquant et créativement accompli. Dans une version fantasmée du Moyen-Âge européen, Jeanne, une jeune paysanne, épouse Jean, l'homme qu'elle aime. Mais leur bonheur est de courte durée car le seigneur local réclame son droit de cuissage et Jeanne est violée lors de leur nuit de noces. Traumatisée et rejetée, elle commence à sombrer dans la douleur et la folie. Le diable lui-même lui propose alors un pacte. En échange de pouvoir, elle pourra se venger. Jeanne devient alors une sorcière, mystérieuse et puissante, adulée par les femmes du village. Mais plus elle gagne en pouvoir, plus l'église et les seigneurs locaux veulent la faire tomber. Jeanne, désormais l'incarnation d'une rébellion contre l'ordre patriarcal, devient un symbole de la femme persécutée mais vengeresse. Un film profondément féministe et révélateur d'un certain malaise provenant des hommes depuis la nuit des temps. Car même si l'histoire se déroule au Moyen-Âge, elle n'en est pas moins d'actualité à l'heure où le film a été diffusé, voire même aujourd'hui encore. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, cette trilogie Animerama adopte des styles d'animation variés et parfois psychédéliques. Belladonna of Sadness propose de longues séquences animées comme des tableaux en aquarelle avec peu de mouvements mais dotés d'une certaine force et dureté très expressive. On a alors un mélange particulièrement bien maîtrisé entre violence et érotisme. Les sales blagues de l'écho. Bon, là, on n'est plus dans l'érotisme, on passe à un tout autre registre même. Je sais pas ce qui est le pire entre ça et Sausage Party. Ouais, non, les sales blagues de l'écho, c'est quand même le reflet d'une France bien beauf et un peu dépassée maintenant.
Les Sales Blagues de l'Écho est une série d'animation française d'humour noir et tendancieux, adaptée des bandes dessinées du même nom, créée par Philippe Vuillemin, dessinateur satirique connu pour son goût du trash et de la provocation. Elle a été diffusée à partir de 1995 sur Canal+, dans le cadre du programme court pour adultes. Chaque épisode de 1 à 2 minutes met en scène une blague trash, absurde ou choquante, au style sale, gribouillé et agressif, apportant des thèmes pour adultes comme la sexualité, l'alcoolisme, le racisme ordinaire, les violences conjugales, le viol, le meurtre, etc., etc. La série a pu exister grâce à Canal+, qui permettait une diffusion d'émissions no limites avec une totale liberté créative, ce qui serait bien plus difficile aujourd'hui. On se rappelle tous de certains des sketchs les plus cultes, comme Les Martiens sont là, L'ours et le lapin ou encore La grosse mythe. Mais la présence de ce sujet dans cet étage de l'iceberg ne provient pas de tous ces sketchs, mais bien d'un seul en particulier. Une vidéo que j'ai vue trop jeune en colonie de vacances, je m'en rappellerai toujours. Vous savez très bien de laquelle je veux parler, vous êtes sûrement concerné vous aussi. Il s'agit de la mort ou le tchétché. Il n'y a rien qui va dans cette vidéo. Le style graphique, la représentation des tribus africaines, le viol collectif de ce pauvre homme avec le plan sur son énorme trou de balle ouvert. Non, c'est sombre en vrai. J'avais clairement pas envie de voir ça, je pense. Vampire Hunter dit. Chasseur de vampires D est un film d'animation japonais d'horreur dark fantasy adapté du roman éponyme de Hideyuki Kikuchi. Son existence dans le paysage cinématographique est assez remarquable puisqu'il s'agit d'un des premiers animés destinés à un public adulte à s'exporter en Occident, devenant culte dans les années 90. L'histoire se déroule dans un futur lointain et post-apocalyptique, en l'an 12090, où la civilisation humaine, proche de sa déchéance, coexiste avec des créatures surnaturelles telles que les vampires ou les loups-garous. Doris Lang, une jeune villageoise, est mordue par le comte Magnus Lee, un vampire millénaire qui projette de faire d'elle sa nouvelle épouse. Désespérée, elle engage Dee, un mystérieux chasseur de vampires solitaires, mi-humain, mi-vampire, afin de la protéger et tuer le comte. Vraiment, l'archétype du vampire solitaire, beau et mystérieux, à la longue chevelure coiffée d'un chapeau immense. Sauf que lui a comme particularité physique d'avoir un visage sur la paume de sa main gauche. Hey, salut. Oh putain! Une sorte de parasite symbiotique se nourrissant des ectoplasmes résiduels d'êtres surnaturels. La patte graphique du film est mise en place par Yoshitaka Amaro, l'un des principaux artistes derrière la direction artistique de Final Fantasy. Le film est sanglant, mais ne franchit pas non plus la limite du traumatisant. On a plus affaire à une ambiance gothique et dark, sûrement limitée par les moyens de l'époque et la peur de se voir interdire la projection. Mais un second opus voit le jour 15 ans plus tard, en 2000, du nom de Vampire Hunter D Bloodlust. Là où le premier film adaptait le premier roman, celui-ci adapte le troisième. Cette fois, Dee est engagé pour retrouver Charlotte, une jeune femme humaine enlevée par Meyer Link, un autre vampire millénaire. Le ton est plus mature, poétique, parfois proche d'un western vampirique. L'animation et le trait sont magnifiés et fluidifiés pour donner un résultat que je trouve magnifique, accentuant d'autant plus les scènes de violence gore. Mais on reste tout de même dans la dark fantasy. La figure du vampire romantise le meurtre avec une certaine beauté, pas comme notre prochain sujet. La chaîne de Syriac. Syriac démarre sa chaîne en mai 2006, le classant au rang des dinosaures de ce réseau. Et c'est un peu plus de 1 mois plus tard qu'il sort l'abomination que je viens de vous montrer, cumulant pas moins de 10 millions de vues aujourd'hui. Il continue ses expériences bizarres à base de corps humain ou animal, avec des incrustations de bouche et d'yeux, le tout sous base de quelques photos découpées, animées sur After Effects, sous une qualité médiocre de l'époque. Un artiste que vous avez sûrement découvert sur Facebook, avec ses montages à la con de vaches qui se multiplient, ou encore cette fameuse vidéo du mouton mutant.
Un artiste continuant à proposer toujours plus d'animations cheloues, s'amusant à déformer les corps, à les dupliquer et les animer comme des spirales infernales infinies. The Animatrix, la seconde renaissance. Bon, vous connaissez tous le film culte Matrix, sorti en 99 et réalisé par les sœurs Lana et Lini Warowski. Eh bien, The Animatrix explore l'univers étendu de ce film en racontant sous des styles et récits différents les origines de la guerre entre humains et machines, des histoires parallèles à la trilogie et des expériences personnelles de personnages ayant perçu les failles de la matrice, le tout sous 9 segments composant le long métrage, quant à lui sorti en 2003. Et un de ces courts-métrages sort du lot en termes d'imagerie choquante. Ça n'est pas le cas du premier, Dernier vol de l'Osiris, faisant directement le lien avec Matrix Reload, le deuxième film de la trilogie. Par contre, la seconde renaissance partie 1 et 2 a fait bien plus parler de lui. B166ER testified that he simply did not want to die. On a ici 2 segments racontant l'histoire de la révolte des machines. Tout commence quand un robot domestique tue son propriétaire pour se défendre. Ce geste suivi d'un procès retentissant et de l'exécution du robot, voire de nombreux de ses congénères dans des émeutes humaines, marque le début de la révolte des machines qui mène à une guerre mondiale et à la création de la matrice. Et c'est grâce à une scène de ce segment que j'ai découvert ce film. Un moment de la séquence où l'humanité participe à des actes de barbarie envers les robots, comme si leur xénophobie enfouie pouvait enfin pleinement s'exprimer. Une scène assez violente, cachant en réalité bien plus de fond qu'une simple émeute anti-robot. En fait, il y a tellement à dire sur ce fameux segment en 2 parties. Le plan de l'humanité de cacher entièrement le ciel pour priver les robots de toute énergie, la bataille ultime entre humains, unis dans l'adversité, et machines remportant la guerre au prix de nombreuses vies humaines. Les machines victorieuses utilisent alors les corps des survivants comme une nouvelle source de bioénergie inépuisable. On parle bien là de leur seconde renaissance et de la quasi-extinction de l'homme. Un film vraiment bien pour en savoir plus sur l'univers de Matrix et découvrir de nouveaux styles d'animation. Unicorn Wars. Lui, j'ai longtemps hésité à le traiter, à vrai dire. Non pas qu'il ne remplisse pas les cases nécessaires pour être considéré comme choquant. Au contraire, il les coche toutes. Juste qu'il est sorti en 2022, quoi. Est-ce vraiment un film traumatisant pour notre génération et celle avant nous? C'est particulier, même si ça ne fait que 3 ans, ça reste un film ultra marquant. Et normalement, aucun mineur n'est censé voir ce genre de production. Donc ouais, c'est un peu un trauma propre à ma génération, voire potentiellement la suivante. On va donc se pencher dessus, au moins pour vous faire découvrir le film. Unicorn Wars offre à première vue une apparence de conte enfantin, mais il s'agit plutôt d'une œuvre antimilitariste, violente et profondément symbolique, mêlant satire religieuse et allégorie apocalyptique. Depuis des générations, les oursons soldats mènent une guerre sacrée contre les licornes, qu'ils considèrent comme des ennemis hérétiques. Selon leur livre sacré, celui qui boira le sang de la dernière licorne fera revenir Dieu au paradis et apportera la paix éternelle. En résumé, ça sera la soumission et la mort de la nature et l'avènement de l'humanité. L'ourson devient alors un être humain qui guidera les primates dans la domination du monde. Tout cela, on l'apprend grâce à son court-métrage d'origine, sorti en 2013, intitulé Unicorn Blood. Un court-métrage illustrant ce fameux conflit entre oursons et licornes, mais aussi une certaine rivalité entre 2 frères aux physiques et psychologies diamétralement opposées. Mais Unicorn Wars est infiniment plus violent et sanglant. Leur guerre est absurde, les discours sont fanatisés, l'action est brutale et les innombrables morts sont atroces et pathétiques. Un film qui ne manquera pas de choquer les générations futures par ses scènes d'une rare bestialité. Inside the Human Lab.
On replonge dans un court-métrage d'animation en pâte à modeler, avec cette fois-ci Inside the Human Lab de l'artiste Joe Blandhammer, inversant les rôles entre l'homme et le chimpanzé dans les expérimentations cruelles que l'on fait subir aux animaux dans certains laboratoires. Vous sentez le petit sujet redondant dans cet iceberg? Le chimpanzé, donc, en blouse de scientifique, sélectionne son prochain humain sur lequel il exécute une succession d'expériences douloureuses aléatoires. Il lui insère un tuyau dans la gorge, le frappe au crâne avec un marteau, le brûle à l'acide, l'électrocute, tout en prenant des notes. Mais cet enchaînement incohérent a l'air de lui faire perdre patience. Il le pose alors sur une table d'opération afin de l'achever au scalpel et lui ouvrir le ventre pour le trifouiller dans tous les sens. Un vrai carnage sous filtre rouge. Mais toute cette violence n'est pas non plus bête et gratuite. On y voit à la toute fin de la vidéo 2 textes de revendication sur les centaines de millions d'animaux qui meurent chaque année dans les laboratoires dans des conditions atroces, tout en sachant que 9 tests sur 10 ne sont même pas concluants, car la réaction sur un animal est bien sûr différente que sur l'homme. La légende de Beowulf. La légende de Beowulf. Je vous l'avais dit qu'on reverrait Zemeckis plus bas dans l'iceberg. Sorti en 2007, ce film, qui est une libre adaptation du poème épique anglo-saxon du même nom, profite de la technologie mise en place pour le long métrage Pole Express, sorti 3 ans plus tôt, à savoir la motion capture, créant ce sentiment de vallée dérangeante que vous connaissez bien maintenant. Et s'il est à cette profondeur, c'est pour le trauma profond qu'il m'a collé à la peau pendant des années, surtout dû à la première moitié du film et son personnage monstrueux, Grendel. En l'an 507, le roi du Danemark voit son royaume terrorisé par Grendel, une créature monstrueuse qui massacre les invités de la grande salle lors d'un banquet. Cette créature difforme semble souffrir du bruit des hommes et tue quiconque se trouvant sur son chemin dans un râle d'agonie qui glace le sang. Le royaume est dans la crainte d'une nouvelle attaque. Heureusement, le célèbre guerrier Beowulf débarque sur les côtes du pays et promet de débarrasser ses terres de la bête. Il monte alors un plan pour l'attirer à nouveau dans la grande salle afin d'en finir une bonne fois pour toutes. Un affrontement coûtant la vie de nombreux de ces hommes quand même. Complètement nu, Beowulf se bat avec Grendel, découvre son point faible et le détruit, réduisant l'immense créature à la taille d'un humain chétif et agonisant. Il ne restait plus qu'à l'achever. Mine is strength and lust and power. I am Beowulf. Grendel, devenu plus pitoyable qu'effrayant, s'enfuit dans son repère pour mourir auprès de sa mère, une entité démoniaque prenant l'apparence d'une belle femme. Fou de rage, elle décida de se venger auprès des meurtriers de son fils. Et c'est à partir de ce moment-là que le film rentre dans sa deuxième phase, que je ne vais pas spoiler et qui ne contient plus vraiment de scènes choquantes. Clairement, c'est cette première partie qui m'a autant foutu les boules. Grendel était suffisamment bien fait pour être crédible, mais en même temps, les technologies d'époque ont apporté ce rendu poisseux et bizarre, accentuant encore plus le malaise et le dégoût causés par ce personnage. Non, non. Good boy. La filmographie des frères Kay. Les frères Stephen et Timothy Kay sont 2 cinéastes jumeaux américains spécialisés dans le cinéma d'animation en stop motion. Tous 2 sont réalisateurs, scénaristes, directeurs de la photographie et animateurs. Ils sont de grands admirateurs de Jan Svankmajer, un réalisateur surréaliste tchèque connu pour ses métrages d'animation à partir des années 60. Mais ne vous inquiétez pas, j'y reviendrai tout à l'heure. Leur œuvre est profondément marquée par une esthétique surréaliste, dérangeante et souvent oppressante. Dans l'ensemble de leur filmographie, on peut noter de nombreux courts-métrages comme leur plus célèbre, Street of Crocodiles, sorti en 86.
Souvent considéré comme un chef-d'œuvre du stop-motion, La rue des crocodiles met en scène des poupées mécaniques et des objets désincarnés, rejoignant des scènes absurdes dans un décor industriel délabré. Une performance d'animation aussi poétique que bizarre qui m'avait pas mal perturbé durant ma première lecture. Je peux citer Le Peigne aussi, sorti en 90. Un court-métrage avec encore une fois des poupées qui se mouvoient dans un univers chelou, tantôt en noir et blanc, tantôt rougeâtre. Le récit est accompagné par une musique expérimentale et des bruits mécaniques d'animaux, voire même de cris lointains. Globalement, les courts-métrages des frères Kay sont assez peu lisibles en termes de fil conducteur. C'est plus une invitation au rêve, ou plutôt au cauchemar éveillé selon l'œuvre. Genre répétition pour des anatomies défuntes par exemple. Oui, c'est le titre. Je pourrais vous en citer plein d'autres, mais ça serait assez décousu et surtout, il est assez difficile de trouver des extraits de leur œuvre sur internet. C'est des archives précieuses en vrai, et c'est super dur de tomber dessus, complètes et de qualité j'entends. En résumé, la filmographie des frères Kay est un univers hypnotique où objets inertes, poupées et mécanismes rouillés évoluent dans des décors crasseux et claustrophobes, baignés de sons grinçants et de musique désaccordée, le tout au service d'une narration obsédée par l'enfance perdue, la mémoire et les corps mutilés. Leur filmographie est assez confidentielle on va dire, mais reste très respectée dans le milieu du cinéma et de l'animation expérimentale. Mais en parlant de ce sujet, tiens, je me suis dit qu'on pouvait gagner du temps en réunissant plusieurs œuvres de cette catégorie en un seul petit chapitre, histoire de vous faire découvrir 2-3 trucs, dont les œuvres de Jan Svankmajer justement. L'animation expérimentale. Jan Svankmajer est un cinéaste, animateur et artiste plasticien tchèque considéré comme l'un des plus grands maîtres de l'animation surréaliste et maniériste. Son travail a influencé les frères Kay énoncés plus tôt, mais aussi d'autres réalisateurs comme Tim Burton et Terry Gilliam. Il transforme le quotidien en cauchemar sensoriel, peuplé d'objets animés comme des poupées et pas mal d'aliments, des corps morcelés, des organes vivants, le tout dans des décors souvent vieillots, poussiéreux ou déformés par l'imaginaire, accompagnés d'ambiances sonores fortes comme des bruits de mastication, grincement ou décomposition. Je peux citer son œuvre la plus connue, Dimension of Dialogue, sortie en 82. On peut également citer Jeux virils, alliant prise de vue réelle et animation, mettant en scène des footballeurs en pâte à modeler, à qui on fait subir des manipulations dans tous les sens. C'est vraiment perturbant. Ou encore le très court métrage Flora, une créature humanoïde composée de légumes attachée à un lit dont le corps pourrit à vue d'œil tandis qu'elle tente désespérément d'atteindre un verre d'eau posé sur une table de chevet. Je peux aussi vous parler de Jiří Křivka. Bon, son nom s'affiche ici. Bref, un pionnier de l'animation tchèque et l'un des grands maîtres incontestés du cinéma de marionnettes. Je peux notamment citer La Main, sorti en 65, son film le plus célèbre, mettant en scène un artiste menacé par une main autoritaire, voulant le forcer à créer une œuvre à sa gloire. Une sorte d'allégorie de la censure et du totalitarisme. Une œuvre espagnole maintenant, avec Violeta, un court-métrage d'animation en stop-motion réalisé en 2006 par les cinéastes Marc Ribas et Anna Solanas. D'une durée de 9 minutes, il met en scène Violeta, une jeune fille solitaire vivant dans une maison lugubre au bord de la mer, où elle s'adonne à sa passion morbide, entreposant des êtres humains souffrants, sûrement de sa propre famille, dont les corps se décomposent ou donnent naissance à des abominations. Et un jour, un jeune homme croise sa route, tombe sous son charme et décide de la suivre chez elle. Je pense la pire décision de sa vie. Je peux aussi vous parler de l'art de Naoyuki Tsuji, un artiste japonais aux multiples courts-métrages pour la plupart en animation traditionnelle. Sauf son premier, For Almost Forgotten Stories, sorti en 94.
Le style de Tsuji se caractérise par des dessins au fusain aux lignes brutes et expressives, conférant à ses animations une atmosphère éthérée et introspective. Ces films évoquent des souvenirs flous, des rêves d'enfance et des émotions enfouies. À titre d'exemple, je peux citer A Feather Stare at the Dark, présentant une série de scènes surréalistes et dérangeantes, avec des anges copulents, créant des rivières de fluide corporel, donnant naissance à des entités hybrides émergeant de l'obscurité. Enfin, je profite du sujet pour parler du cas de Robert Morgan pour mettre un peu plus en lumière son travail qu'il partage sur sa chaîne YouTube depuis 2009 avec son premier court-métrage The Cat with Hand. Il sort alors plusieurs œuvres des plus glauques et malsaines, comme The Separation, racontant l'histoire de deux frères siamois collés à la naissance puis séparés à la suite d'une opération, voulant retrouver leur ancienne vie. Mais aussi Belial's Dream, nous offrant un spectacle de body horror des plus dégoûtants. On a ensuite Bobby Ye. Ce court-métrage est une plongée hallucinante dans un univers de body horror grotesque et surréaliste, mettant en scène des marionnettes aux textures organiques et aux formes dérangeantes, comme du chewing-gum au délicieux goût de chair humaine. Une esthétique encore plus poussée et gore que les frères Kay, mais peut-être moins subtile et poétique. Un bon moyen de clore ce sujet dans de bonnes conditions. Il reste tellement à dire sur l'univers de l'animation expérimentale, mais nous sommes dans un iceberg des traumas. Et même s'il est admis que j'ajoute à ma liste certaines œuvres intimes et obscures, le but premier est avant tout de plonger dans nos peurs les plus sombres. L'occasion pour moi... L'occasion pour moi de vous présenter notre dernier sujet de ce chapitre. Felidae. Ça y est, nous y sommes. Nous allons enfin traiter de l'œuvre qui, selon moi, représente le plus la trahison que l'on peut ressentir face à un film d'animation à l'esthétique enfantine au premier abord, cachant en réalité l'enfer le plus sauvage et cruel qui soit. Je vous promets que j'aurais pu le coller dans les abysses celui-là. Felidae est un film d'animation allemand pour adultes, sorti en 1994, adapté du roman éponyme d'Akif Pirinci, paru 5 ans plus tôt. Le film mêle thriller, horreur psychologique et science-fiction, explorant des thèmes tels que l'eugénisme, le sectarisme et la manipulation génétique, à travers une enquête menée par un chat domestique appelé Francis. Celui-ci emménage avec son maître Gustave Lobel dans une vieille maison au passé mystérieux. Dès son arrivée, il découvre le cadavre d'un chat tué de manière brutale. Avec l'aide de Barbe Bleue, un chat borgne et mutilé, Francis se lance dans une enquête pour élucider une série de meurtres félins. Son investigation le mène à une secte de chats vénérant Clodandus, un chat légendaire issu d'expériences scientifiques passées. Au fil de ses découvertes, Francis dévoile un complot visant à créer une race supérieure de chats, mettant en lumière les sombres secrets de son nouveau quartier. Je ne saurais dire quelle est la scène la plus traumatisante du film, tellement elles sont nombreuses. On compte bien sûr toute la succession de meurtres, mais aussi la scène de l'enregistrement vidéo révélant ce qu'il s'est passé au sein du laboratoire de recherche d'un adhésif tissulaire, exploitant le corps de chats errants qui mourraient par dizaines dans l'agonie à la suite de nombreux échecs des tests. Il y a bien évidemment le cauchemar de Francis, comme vu dans le premier extrait, dans une scène d'horreur où des cadavres de chats s'agitent comme des marionnettes. Ou encore le combat final, se terminant dans le sang et les flammes. On part quelque peu sur un scénario à la Brisby et le secret de Nîmes, sur des animaux échappés d'un laboratoire, laissant comme héritage une race supérieure et évoluée, capable des meilleurs comme des pires actes envers leurs semblables. Sauf que Felidae ne se ménage pas dans sa représentation crue de la sexualité, le meurtre et l'horreur gore et douloureuse.
Felidae est l'exemple parfait du film d'animation traumatisant, car il détourne les codes de l'anthropomorphisme, souvent associés à des films familiaux, pour aborder des sujets très sombres, avec une violence graphique et psychologique marquée. Le film montre plusieurs meurtres de chats, des autopsies, du sexe, des corps mutilés, des décapitations et des tortures. Ces scènes sont réalistes et sanglantes, loin de l'esthétique cartoon pour enfants. Felidae marque à jamais nos esprits de sa première à sa dernière minute, détruisant l'essence même de l'innocence dans son éclat le plus brut. Putain, ça recommence. Ah non, pas encore. Hein. Laissez-moi tranquille. Ainsi s'achève notre chapitre sur les eaux sombres de notre iceberg. L'occasion pour vous de découvrir ou redécouvrir. Putain, fais chier. Ça suffit ces conneries.